Bonjour à tous, bienvenue à une nouvelle édition de podcast Fabrique Agile, Fabrique A. Dans cette occasion, on va plonger dans le monde de la mobilité avec Cyclistes Solidaires. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, je suis avec Agathe Lel, l'une des cofondatrices de Cyclistes Solidaires, et avec mon collègue Sylvain Etier, cofondateur de Fabrique A. Donc, bienvenue à vous deux. Merci. Et comme d'habitude, Agathe, on va te laisser la parole pour te présenter, pour ceux qui ne te connaissent pas, et en même temps pour présenter l'organisation, c'est-à-dire Cyclistes Solidaires, comment vous êtes né et comment vous êtes devenu à, à, à être cette organisation avec un vrai impact dans la communauté montréalaise. Ok, merci Carlos. Donc moi c'est Agathe, je suis travailleur autonome, puis j'ai développé un intérêt particulier pour les organisations horizontales, puis des organisations qui sont principalement issues du milieu communautaire et de l'économie sociale. Je travaille sur des sujets assez variés, mais disons que la mobilité, la sécurité alimentaire et la souveraineté numérique sont des intérêts que j'ai dans ma vie professionnelle et personnelle. Puis pour ce qui est des cyclistes solidaires, on va dire on peut se dire qu'on est 800 cofondateurs parce qu'on est vraiment une organisation très très horizontale, puis que tous les individus qui ont contribué dès le départ ont eu le même impact sur le développement de l'organisation. Donc, Cyclistes Solidaires, c'est un mouvement citoyen initialement qui est né pendant la crise de la Covid. Puis, au moment où le gouvernement a annoncé le confinement en mars 2020, les cuisines collectives ont eu à fermer leurs salles à manger. Alors, des citoyens se sont organisés pour mettre à disposition leur temps et leur matériel de cyclo ou leur vélo, tout simplement avec leur sacoche, pour aller devant les cuisines collectives et livrer des denrées alimentaires aux bénéficiaires qui venaient habituellement manger dans les salles à manger des cuisines collectives. Donc c'est un peu comme ça qu'on est né. La première cuisine collective qui a accepté de prendre le risque que des citoyens viennent livrer des denrées alimentaires, c'est la cuisine collective Hochelaga Maisonneuve. Donc, ça vaut la peine de le souligner. Donc, merci, merci à eux. Ça prend toujours les premiers qui embarquent dans les projets comme ça, qui sont un peu rêveurs avec nous, là. Ouais, exactement. Puis c'était vraiment, c'était quand même un risque là pour eux. Puis ils ont quand même répondu à l'appel et ça s'est vraiment quand même bien passé. Puis on a essayé de garder un lien de communication vraiment important au départ pour s'assurer qu'on répondait à leurs besoins. Et donc en fait, petit à petit, les gens ont fini par soit rester dans un rôle de livraison, soit rentrer dans un rôle de coordination et livraison pour soutenir le déploiement de ce service, entre guillemets, qu'on a pu apporter à cette cuisine collective. C'est une histoire, en tout cas, pour Carlos, je ne sais pas, pour moi, c'est une histoire vraiment inspirante. C'est vraiment beaucoup de motivation pour les gens qui essaient de mettre ça en place. Puis on voit vraiment la naissance de l'idée. Et tu as dit tellement de choses intéressantes que c'est difficile de ressortir par quoi commencer. Mais un des chiffres que tu m'as dit, puis tu as souri quand tu l'as dit, fait que je veux commencer par ça, c'est on est 800 cofondateurs. Et bon, ça veut dire qu'on est beaucoup dans le processus décisionnel, c'est ce que j'entends. Oui, donc, alors, ça vient avec des défis. Est-ce que tu veux nous en parler un peu? Oui. Alors, je dis, on est 800 cofondateurs. Au départ, c'est vrai qu'il y a eu un vrai engouement, puis il y a eu beaucoup de gens qui se sont inscrits sur notre formulaire qu'on avait mis en place pour aller chercher plusieurs personnes pour aider là-dedans. Une belle façon de mesurer l'intérêt. Il y avait déjà une communauté intéressée. Dès le départ, on a des chiffres. Il y a des gens qui viennent vers vous. Le projet, il allume les gens. Oui, c'est ça. Après, il ne faut pas se dire que je dis 800 parce que ça frappe. Et puis, mais les 800 personnes n'ont pas forcément pu embarquer dans l'aventure ni tout de suite, ni dans le futur, parce que donc le contexte a changé. Puis nous, on a déployé des quartiers
Donc, il y a certains quartiers qu'on n'a pas pu débloquer parce qu'il n'y avait pas d'organisation ou qu'on ne trouvait pas de personnes ou que c'était trop compliqué d'un point de vue logistique. Il faut oublier qu'on est tous et toutes bénévoles. Mhm. Donc, on donne tous et toutes un petit peu de temps dans la semaine. Cumulé, ça fait que ça fonctionne. Donc, oui, c'est ça. On a en fait, c'est pas vraiment qu'on a mis en place une gouvernance ou un fonctionnement horizontal dès le départ. C'est que on a observé comment on fonctionnait sur le terrain et qu'on l'a entre guillemets conceptualisé et rédigé. Donc, on a observé ce qui se passait, ce qui fonctionnait. Puis on s'est dit, OK, ça fonctionne. Est-ce qu'on peut se dire que ça fait partie de notre norme? Est-ce que c'est comme ça qu'on veut dire aux gens qui veulent nous rejoindre qu'on fonctionne? C'est pour que ce soit plus clair. Donc c'est ça, oui, on est beaucoup. Et c'est une organisation très décentralisée avec une prise de décision par sollicitation d'avis. Donc, ça laisse beaucoup de place aux individus. Ça les responsabilise aussi. On est tous responsables des décisions qu'on prend. Donc, la prise de décision par sollicitation d'avis, c'est quelque chose qui nous convient très, très bien du fait qu'on soit très décentralisé. Ça veut dire qu'une personne qui veut prendre une décision, qui veut proposer quelque chose, elle a un peu dans l'obligation d'aller solliciter l'avis des individus qui vont être touchés par sa proposition, ainsi que des gens qui sont très connaissants du sujet. Puis une fois qu'elle a sollicité l'avis de ces gens-là, elle va prendre sa décision. Mais ça ne veut pas dire que les gens qui lui ont donné des conseils, elle va prendre la décision de cette personne-là. Elle va être influencée par des avis. Elle va prendre sa décision en fonction de ce qu'elle aura entendu. Donc, c'est ça, ça responsabilise, puis ça permet aux gens aussi d'apprendre beaucoup. Donc, c'est la sollicitation d'avis qui c'est la façon alors de, mettons, de décider si on va faire une expérimentation ou une autre. C'est ça les processus pour prioriser qu'est-ce qu'on va faire à l'intérieur, au sein de Cyclistes Solidaires. Oui, c'est comme ça qu'on va se dire prioriser, je ne sais pas si c'est le mot que j'utiliserais, parce que chaque individu va réaliser sa tâche. Puis comme on est une organisation qui est complètement bénévole, on veut vraiment pouvoir garder ça enrichissant pour les gens d'abord. Okay. Donc, il y a des gens qui ont des bagages auxquels on ne s'attendrait pas dans une organisation comme celle-ci, mais ces personnes-là, elles ont la place d'exprimer ce bagage-là. Je prends toujours la même histoire parce qu'elle est quand même révélatrice, mais on a eu une personne qui a rejoint l'organisation au premier trimestre de cette année, 2021, et lui, il a un bagage en histoire. Et en fait, il a fini par nous faire une chronique sur le militantisme cycliste à Montréal, puis comment ça a influencé l'urbanisme dans la ville. Donc, ça ne sert pas directement la sécurité alimentaire à Montréal, mais ça a quand même un lien, puis ça enrichit notre savoir collectif autour de notre organisation. Alors c'est ce genre d'éléments qu'on veut aller chercher chez les gens pour avoir une organisation riche puis qui libère le potentiel des individus. Parce que là, c'est très, très agile puis c'est très inclusif, en fait. C'est de dire, on va prendre les perspectives de chacun avec des backgrounds différents et donc, on va créer une communauté plus forte. Ça, ton hypothèse, en fait. Oui, ben, on essaye. Alors, on a une belle mixité sociale, générationnelle, et on a encore de la difficulté à atteindre une belle mixité culturelle. Donc, oui, on essaye d'être inclusif, mais c'est pas évident. On n'est pas 100% inclusif là. On fait comme des petites erreurs de débutants dans l'inclusivité, mais on essaye en tout cas. J'adore que tu dises ça, on fait des erreurs de débutants. Quand on part un projet, on ne sait pas ce qui va devenir ce projet-là et tu laisses beaucoup de place à ce qui émerge. C'est ce que j'entends. On voit, on regarde, on essaie, on teste. Et donc, justement, dans vos processus à l'interne, quand est-ce que vous vous dites, OK, on veut être horizontal? C'est une conversation comme ça? Vous aviez plusieurs types de leadership on va essayer plusieurs, ou c'était unanime, on essaye ça dès le départ? Comment c'est né, puis comment vous avez décidé d'aller vers ce territoire-là, puis de tester ce modèle de gouvernance-là?
Ben, c'est que c'est comme ça que ça a fonctionné dès le départ. Et le fait qu'on soit tous et toutes bénévoles, ça a beaucoup, beaucoup joué dans la Mhm. mise en place de ce processus-là. Parce qu'en fait, notre modèle, on peut pas dire qu'on a un modèle d'affaires. Et dans la manière dont on fonctionne aujourd'hui, si on voulait rémunérer les individus, on serait dans une situation où on rémunérerait mal les personnes. Et en fait, on dénaturerait complètement le mouvement. Donc, Mhm. l'idée, c'est que les gens donnent leur 100%, pas plus, pas moins, du temps qu'ils ont. Donc, il y a des gens qui donnent 1 heure par semaine, il y en a qui donnent 5 heures par semaine, il y en a qui donnent un peu plus, ou bref, c'est vraiment très variable. Et ça permet, en fait, à des quartiers de s'organiser. Il y a des quartiers, à un moment donné, il y avait 10 cohortes d'eau dans ce quartier, parce que ça permettait aux gens de quand même s'impliquer avec 1 ou 2 heures. Mhm. Euh, mais, mais de ne pas avoir en fait des individus vraiment rémunérés. Donc c'est un peu une obligation dans notre modèle. Si on veut fonctionner, il faut que ce soit distribué, il faut que ce soit horizontal. On ne peut pas gérer, on ne peut pas centraliser l'information à un endroit chez nous. C'est pas possible. Sinon, ça demanderait trop de travail, d'administratif, de comptabilité. Mhm. Ça serait trop lourd. Donc, on distribue le pouvoir, puis le pouvoir d'agir. Comme ça, on arrive à avoir une force de travail vraiment la plus performante possible, là, entre guillemets, si je peux utiliser ce mot-là, mais en tout cas, c'est l'efficacité dont on a besoin. Et pour éviter, c'est pour garder en fait une ligne directrice et pour s'assurer que l'organisation ne part pas dans tous les sens, Mhm. qu'on prend quand même des décisions qui font du sens et qu'on peut, même si des décisions peuvent être un peu à côté, on se réunit à toutes les semaines dans un comité de coordination où Mhm. tous les rôles sont représentés, tous les quartiers aussi sont représentés, ce qui nous permet de, à cet endroit-là, partager l'information et de se dire, OK, je suis plus ou moins à l'aise avec ça, comment est-ce qu'on fait pour régler ce problème-là? Est-ce que vous avez pu régler ce problème-là dans ce quartier? Comment vous avez fait? Comme ça, on peut dupliquer les solutions dans d'autres quartiers éventuellement. Euh, Mhm. puis un Donc, bel exemple, beaucoup d'empathie et d'apprentissage avec ce que les autres font autour de vous, qui sont dans le mouvement. oui, exactement. Et cette rencontre en fait de comité de coordination, ça nous permet d'avoir comment dire, ce carré de sable, cette délimitation de carré de sable qui nous permet de ne pas sortir du cadre. Mhm. On a collectivement décidé là, nos règlements généraux, mission, vision, valeur, fonctionnement, gouvernance, prise de décision, c'est quoi un membre, tout ça on l'a décidé ensemble. Donc on sait quel est notre carré de sable et on a un guide pour nous aider là-dedans. Mhm. Et là, il y a des choses super intéressantes que tu dis parce que nous, on fait souvent de l'expérimentation d'affaires et ça vient avec faire de l'argent. Ça vient, pourquoi faire de l'argent? Pour continuer à exister, en fait, souvent, pour pérenniser l'organisation. Mais là, tu fais affaire avec des bénévoles. La mission change, comme tu as parlé, de dénaturer le mouvement. Alors là, quand on dit, OK, mais là, voici ton modèle d'affaires, est-ce que c'est cohérent? Dans ton cas, ce n'est pas un modèle d'affaires, c'est un modèle de livraison de valeurs sociales et tout ça. Quand est-ce que la pérennisation vient dans votre réflexion versus dire non, c'est un mouvement organique et s'il a existé, il existe et s'il a arrêté, il arrêtera versus non, on va mettre tous nos efforts pour être sûr que la structure est là et qu'il va exister puis on va le pousser. C'est quand même c'est fort là, comme posture. Donc, j'aimerais vraiment t'entendre là-dessus. On s'est vraiment posé cette question-là tous ensemble et puis on était pas mal tous d'accord avec le fait que si le mouvement arrête, il arrête. Mais on voulait quand même avoir ouvert toutes les portes qui s'ouvraient devant nous potentiellement pour nous assurer que on passait pas à côté de quelque chose parce que quand on regarde la Fondation du Grand Montréal, ils ont sorti une étude en 3 volets. Puis dans cette étude en 3 volets, l'aspect logistique et approvisionnement des denrées alimentaires, c'est quelque chose de très 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 important. C'est Mhm. un des 3 enjeux qu'ils ont soulevés dans la sécurité alimentaire à Montréal. Puis, en lisant, il y a comme, j'ai peur de me tromper, ça fait longtemps que je l'ai lu, mais il y a comme une dizaine de recommandations
Et avec notre organisation, notre mouvement, on répond à la moitié quasiment d'entre elles. Donc, on voulait vraiment s'assurer qu'on n'était pas en train de mettre à la poubelle, éventuellement si on se disait qu'on arrête, mettre à la poubelle une solution vraiment pertinente pour la sécurité alimentaire, parce que ça anime aussi beaucoup les gens, c'est aussi pour ça qu'ils sont dans le mouvement. Et donc, en fait, l'été passé, avec 3 personnes, enfin 3 coordos de soutien, donc on a 3 rôles, les livreurs-livreuses, les coordos de quartier, les coordos de soutien. Donc, avec 3 personnes, donc on était 3, on a suivi le parcours coop de Réseau Coop pour envisager une suite avec un modèle d'affaires en modèle coopératif. La conclusion à ce moment-là, ça a été on ne trouvera pas de modèle d'affaires viable. Si on devient une organisation, ça sera une organisation communautaire. On n'a pas de vocation à avoir des revenus autonomes, je veux dire. Ça ne faisait pas de sens d'être une entreprise d'économie sociale. On restait dans le communautaire. Donc, en fait, on a continué donc on est parti de cette conclusion-là, puis on s'est dit qu'est-ce qu'on fait avec ça? Il y a des besoins, notre solution, elle fonctionne quand même. Elle n'est pas parfaite, mais elle fonctionne. Puis, la ville de Montréal, avec la direction de la santé publique, je pense que c'est un palier gouvernemental provincial, je pense. Ils ont sorti un appel à projet auquel on a répondu, et finalement, on a réussi à avoir du financement pour les 2 prochaines années. Donc, on est vraiment super contents. Puis, et en fait, les coordos nous ont dit, nous, on ne veut pas vraiment être payés en fait, pour faire ce qu'on fait. C'est pas pertinent pour nous. Alors, on est en train de travailler sur comment est-ce qu'on va répartir cette richesse monétaire-là pour soutenir le déploiement du mouvement. On est en train de travailler à un processus de mesure d'impact pour justement avoir des chiffres, avoir des données et être capable de soutenir les organisations en fait, autrement en fait, à travers de la donnée. Comme on va être capable de dégager du financement pour autre chose. On parle donc de mesure d'impact, on parle aussi de créer un récit collectif autour de la solidarité, autour de l'engagement de quartier, autour de la sécurité alimentaire. Et on est en train de travailler là-dessus. Mais c'est ça, on se pérennise, oui, en mouvement communautaire pour l'instant. Et puis, on se pérennise pour 2 ans. Donc, on a une échéance, mais on verra ce que ça donne après. Voilà, on a un objectif, on regarde, puis ça avance. Ça me fait penser un peu à l'histoire je pense que c'est Tom Chi qui a dit ça, qui est le Google Labs Experimentation. Et là, eux, ils ont un projet de connecter, que tout le monde ait accès à Internet, puis ils lancent des ballons, puis connecter pour qu'il y ait Internet partout. À un moment donné, il dit, moi, là, mon projet, je le fais, puis tant que je n'ai pas de raison d'arrêter de le faire, je le fais. Puis c'est un peu ça, dans le fond. Cycliste solidaire, tant que ça marche, tant que c'est organique, ça veut dire. Puis quelque part, ce que j'aime, c'est que tu as identifié un problème, puis au lieu d'essayer de convaincre les gens, donnez-nous du financement pour faire l'action, tu es allé dans l'action. Not convince, execute. Tu es allé directement dans l'action. Et là, dans le fond, si tu testes la désirabilité, est-ce que le service répond à un besoin puis tu évolues? Et tu es super empathique sur tes membres parce que eux, tu dois les garder engagés. Puis faire du bénévolat, il faut que tu sois à fond sur la mission de l'entreprise parce que sinon, tu ne le fais pas. Oui. Mais on est tous, sincèrement, c'est ça que je trouve extrêmement beau dans cette organisation, c'est qu'on est un ensemble d'individus engagés et on est dans la même vision. Ça fait quand même un petit moment que je travaille avec des organisations dites horizontales. Puis celle-ci, là, c'est incroyable ce qui se passe à l'intérieur, c'est vraiment fou. Il n'y a pas de leadership malsain, il n'y a pas de... C'est comme vraiment un ensemble d'individus qui sont égaux, puis qui avancent dans la même direction. Puis vraiment, on essaye, comme tu dis, tu parles d'empathie. Effectivement, c'est une organisation qu'on essaye de garder vraiment le plus empathique possible. C'est ça qui fait que ça fonctionne. Et là, dans le fond, vous voulez quand même rendre un service, vous voulez être efficace.
Puis là, vous avez l'hypothèse qu'avec les bénévoles, comment on s'est installé, c'est comme ça qu'on est le plus efficace. Mais est-ce que vous avez des discussions à l'interne de comment on peut améliorer, comment on peut devenir meilleur? Et là, vous comparez, puis vous dites, OK, ben ça, on le faisait comme ça. Ah, mais ça marche comme ça dans ce quartier-là, mais dans l'autre quartier, ça va marcher différemment, on pense, à cause de… Est-ce que vous avez plein d'hypothèses que comment adapter le service et tout ça? Oui, alors on est dans une démarche d'expérimentation, mais on n'arrive pas à tout consigner. Mais dans tous les quartiers, en fait, dans le comité de coordination, on partage nos enjeux, enfin, les enjeux des quartiers. Et par exemple, je pense à une discussion que j'ai trouvée très pertinente pour répondre à ton intervention. Dans Villeray, les distances et le réseau cyclable et la manière dont le quartier a été conçu fait que le nombre de bénévoles nécessaires pour une livraison de 15 paniers, par exemple, elle est complètement différente que dans Hochelaga. Ah. Dans Villeray… Et ça, c'est une surprise. Ça, c'est une surprise. On ne pense pas ça nécessairement au début et on le découvre. On fait comme « Oh, wow! » Puis ça, en comparant les datas, là, on fait comme « Comment ça prend plus de temps, moins de temps? » Ouais, exactement. Puis donc c'était rigolo de voir cette conversation entre les gars de Schlag puis la coordo de Villeray, parce que les gars de Schlag étaient comme avec 3 personnes, c'est pas suffisant pour faire les livraisons. Puis elle disait non, en fait, parce que un panier, c'est comme 1 heure de trajet. Je donne pas vraiment les vraies données là, mais en tout cas. Puis en fait, ils essayaient de lui proposer des solutions. Puis elle était comme oui, c'est sûr, mais dans notre réalité, ça ne fonctionne pas. Donc oui, en fait, on se partage dans le comité de coordination les expérimentations qui sont faites. Comment est-ce que dans Rosemont, on a résolu ce problème de nombre de remorques, de nombre de bénévoles, de temps de livraison, de rayons aussi d'intervention. C'est comme… à un moment donné, dans Hochelag, on a fait une livraison vraiment à l'autre bout d'Hochelag, puis ça nous a pris comme la matinée entière, puis on était comme 10 à être partis là-bas avec des énormes remorques, c'était pour un organisme. Puis en fait, avant de partir en livraison, c'est pas forcément évident de savoir que ça va se passer comme ça. Donc en fait, au fur et à mesure, il y a quand même ces discussions-là permettent quand même d'améliorer beaucoup l'efficacité des équipes. Et là, vous avez une mission sociale, puis dans ce que tu me dis, je me rappelle Noam Chomsky, qui est un penseur moderne, qui disait que le problème, par exemple, avec les services de mobilité, mettons les autobus, les services publics, si tu privatises, ben, la personne que sa maison est vraiment plus loin, ça prend vraiment plus de temps d'aller la servir, cette personne-là, ben, ça ne fait plus de sens dans ton modèle d'affaires privé parce que ça coûte cher. Mais là, quand on est bénévole puis ça arrive, ben, c'est une autre réflexion. C'est pas hey, que ça nous coûte cher, il faut couper ça. C'est wow, OK, là, on est allé desservir quelqu'un qui est loin, qui n'a pas accès à des services. C'est pas du tout la même. C'est la même information, mais vous ne la lisez pas du tout de la même façon. Est-ce que je suis d'accord avec ça, ouais? Oui, vraiment. Puis on a globalement les gens qui sont impliqués dans Cyclistes Solidaires, c'est des gens qui ont qui ont le social dans l'âme, là. C'est hyper important pour elles et pour eux de contribuer à l'équité sociale. Et donc oui, effectivement, c'est sûr qu'on ne lit pas du tout cette information-là de la même manière. Puis ça me fait penser aussi au fait qu'il y a des cyclistes qui restent à la porte des gens et qui discutent avec eux. Bon, je précise en distanciation sociale, mais ça a vraiment permis de briser l'isolement, en fait, d'aider à briser l'isolement de certaines personnes. Puis il y a des gens qui nous ont fait ce témoignage-là, qui nous ont dit « ça me faisait du bien de voir un cycliste solidaire arriver, puis discuter avec moi à la porte. À ce moment-là, ça n'allait pas, j'avais perdu ma job, j'avais perdu mon chum, il fallait que je déménage pour une éviction. Puis en fait, de voir cette personne arriver, pouvoir échanger avec elle ou avec lui, c'était hyper libérateur, puis ça m'a vraiment beaucoup aidé. Donc le fait qu'on n'ait pas de pression de performance, ça fait qu'on se permet de rester 10, 15, 20 minutes à la porte de quelqu'un qui a envie de jaser. Et d'où l'importance d'aller mesurer votre impact.
Oui, exactement. C'est hyper difficile de se dire quels critères on utilise, comment est-ce qu'on va le mesurer cet impact, parce on veut quand même garder ça le plus léger et le plus appréciable possible pour les gens qui sont impliqués. Mhm. Donc, on ne veut pas non plus alourdir trop la tâche. Encore une fois, on est tous bénévoles, donc il faut quand même que ça reste agréable. Pour vous dire, on a externalisé complètement l'administratif et la comptabilité, même si ça nous coûte cher, mais parce que personne n'a envie de faire ça, chez nous en Mhm. tout cas. Donc, comme on veut le garder agréable, notre implication, bah, on enlève ce qui fait pas partie de nos intérêts. Donc c'est vraiment hyper, c'est ça, libérateur et agréable. On a envie de travailler. On ne sait même pas si c'est du travail, mais en tout cas, on a envie de s'impliquer, de s'engager dans nos tâches. J'avais eu des pistes des pistes de solutions pour ce que tu viens de dire, de garder la trace de votre impact. C'est difficile de le mesurer, mais est-ce que vous avez essayé quelque chose Alors, à quelques moyens? juste avec encore une fois, la rencontre de comité de coordination, elle est hyper importante pour nous parce que c'est là où on va consigner des affaires. On consigne tout au même endroit. Donc, ça nous permet d'avoir une trace écrite de ce qu'on fait. Alors après, est-ce qu'on serait capable de mesurer exactement quel est notre impact social avec ça aujourd'hui? Non. Puis c'est les questions, on est allé chercher une subvention Emploi d'été Canada. Et donc, on va avoir une personne qui est en maîtrise de sociologie qui arrive début juin. Ou non, début juillet, pardon, et qui va justement pendant ces 9 semaines de travail avec nous, nous aider à structurer un peu notre processus de mesure d'impact social principalement. Puis pour ce qui est de la mesure d'impact environnemental, on a quelques chiffres qui nous permettent d'avoir un ordre de grandeur du nombre de kilomètres parcourus, de nombre de paniers livrés, etc. Donc, mais c'est pareil, avec les analyses cycle de vie, tu commences où, tu t'arrêtes où. Puis, donc, on est en train de définir tout ça là. Et là, vous regardez les fameuses cases qui donnent du financement. Là, vous essayez de fitter là-dedans. Puis là, vous dites, ben, je ne suis pas complètement ça, je ne suis pas complètement ça, je ne suis pas complètement ça, mais j'aide là, j'aide là, j'aide là, j'aide là. Parce que j'envoie des projets pour briser l'isolement, j'envoie des projets, mais là, vous cumulez plusieurs de ces aspects-là dans votre service. Donc là, comment on arrive justement, là, tu as commencé à nommer des organismes subventionnaires, des fondations. Vous savez que vous ne voulez pas aller vers la pérennité au niveau financier de vendre les services, vous voulez rester bénévole. Donc, quelque part, votre hypothèse, c'est que votre meilleur modèle de fonctionnement, c'est de rester une organisation bénévole avec des financements, si c'est ça qui vient vous rendre périn parce que vous avez de l'attraction, parce qu'il y a de l'intérêt. Et donc, comment on circule dans ces subventions-là? Est-ce qu'on pleure? Est-ce qu'on demande de l'aide? Est-ce qu'il y a plein de ressources? Ça ressemble à quoi la recherche de financement pour ce genre de projet-là? Mais je vous dirais que le tissu de l'économie sociale et du communautaire est réellement solidaire. Donc, on a eu beaucoup, beaucoup de chance d'avoir autour de nous des organisations qui étaient prêtes à nous soutenir, puis à mettre à disposition des infrastructures technologiques, à mettre en place un système de partage de matériel de remorque. Donc, je pense à la Fabrique des mobilités qui nous a beaucoup aidés dans la mise en place en tout cas, on a partagé, nos documents sont sur le drive de la Fabrique des mobilités. La Fabrique des mobilités a été fiduciaire pour les cyclistes solidaires pour recevoir du financement. On a Solon aussi qui nous a beaucoup aidés et qui nous a prêté beaucoup, beaucoup, beaucoup de remorques. Et ils ont fait ça avec une légèreté et une agilité vraiment hyper appréciable pour nous. On a plusieurs organisations comme ça qui nous ont prêté des endroits pour stocker les remorques, qui nous ont prêté des choses ou qui nous ont donné des choses. Et puis, on a aussi la Caisse d'économie solidaire qui nous a donné un montant d'argent l'été passé pour justement avoir du Purel, pour avoir du matériel de sécurité pour les bénévoles, pour les bénéficiaires et pour les organismes communautaires. L'hiver passé, la CCHM, donc la cuisine collective Hochelaga Maisonneuve, est allée chercher du matériel je pense que c'était des pneus à clous pour les bénévoles auprès de Decathlon. Donc, c'est eux qui ont fait ces démarches-là pour nous.
c'est comme juste incroyable là. On a vraiment eu beaucoup de chance d'avoir autour de nous des gens qui étaient prêts à nous donner plein de choses. Puis, il y a des organisations qui disent, ben, vous nous rendez un service, donc on va vous faire un don. Parce que nous, on ne veut pas charger, parce qu'on veut garder ça quand même équitable. Et puis, on va réfléchir à ça dans le futur. Mais il y a des organisations comme la TOHU qui, on a fait une livraison de trousses culturelles, ce qui nous rentre plus ou moins dans la mission initiale, parce qu'on parlait de sécurité alimentaire, mais on a élargi pour pouvoir inclure le culturel. Et qui a eu la générosité de nous donner un montant d'argent pour qu'on puisse opérer. Alors, je pense qu'on va garder ça simple. Le financement qu'on est allé chercher à la ville de Montréal est quand même largement suffisant pour qu'on puisse opérer dans de bonnes conditions. Puis c'est ce qu'on voulait, opérer dans de bonnes conditions. Le but, c'est pas d'aller chercher de plus en plus d'argent. Le but, c'est d'être capable de rendre le service. Oui, c'est ça. Puis, il faut quand même pas oublier que quand on va chercher de la subvention, on a de la reddition de comptes à faire derrière, et ce qui implique de mettre en place des processus assez stricts. Donc, on va se garder. Et alors, quand il y a plusieurs bailleurs de fonds, ça devient compliqué parce qu'ils ne veulent pas tous la même info présentée de la même manière. Donc, tu te retrouves à faire beaucoup d'admin et donc à dépenser de l'argent pour ça, pour avoir de l'argent. Donc, on va se cantonner au nécessaire. Puis c'est ça. Donc pour l'instant, et puis la ville de Montréal, on a discuté avec eux dès l'été passé. Donc on savait à peu près, on savait à peu près, non, on a eu les informations de la candidature en même temps que tout le monde là, mais on savait qu'ils allaient sortir un financement. On leur avait demandé s'il y avait la possibilité d'avoir un financement. Et en fait, dans les cases à remplir, on n'a pas eu à se travestir. Vraiment pas. Super. Vraiment. Donc, en fait, ils ont fait ça vraiment. En tout cas, je l'ai trouvé très intelligent, leur appel à candidature. Ça ne demandait pas, effectivement, aux organisations de se travestir, en tout cas pas la nôtre. Et j'ai l'impression. Ils sont quand même dans le soutien, là. Ils répondent hyper facilement à nos courriels. On peut se faire des rencontres très, très facilement. Ils sont très réactifs. Fait que on arrive à garder un rythme assez sain pour nous. C'est super ça. Oui. Et Agathe, la partie quand tu parles la plupart des financements que vous allez recevoir ou que vous avez reçus, est dédié plutôt à tout ce qui touche l'organisation en termes d'administration. Ça demande beaucoup de personnes qui viennent au soutien de vous, mettons, j'imagine, des comptables ou d'autres types de professionnels pour vous aider à faire ce type de démarches, non? Alors, effectivement, on externalise la comptabilité et l'administration, mais le montant, c'est une partie du financement qu'on est allé chercher. On a des maximums dans le pourcentage à utiliser en administration, d'autres en fonctionnement, puis le reste en opérationnel. Tu parlais, Sylvain, tantôt de logistique et puis d'améliorer les processus, etc. Sans doute qu'il va y avoir de l'argent qui va être dépensé justement pour un peu le même travail qu'on a fait pour nos règlements généraux, comme observer, conceptualiser, rédiger. Là, on risque de faire la même chose pour les processus de livraison, pour identifier les bonnes pratiques en fonction des quartiers, puis être en mesure c'est ça, d'avoir un processus clair et simple, simplifié au maximum. Typiquement, la logistique, c'est quand même assez complexe, là, c'est pas notre métier. Puis, de savoir où est-ce qu'on peut stocker les remorques, comment on va les chercher. On est en train de faire une expérimentation avec Solon sur des cadenas à code pour pouvoir partager des remorques. Donc, on commence avec un noyau qu'on connaît un petit peu, là, les bénévoles cyclistes solidaires, puis sans doute les bénévoles et le personnel de la cuisine Hochelaga Maisonneuve. Pour commencer à cette petite expérimentation de cadenas et de cadenas partagés. Puis on l'élargira une fois qu'on aura trouvé le bon mécanisme et puis qu'on aura rédigé les bonnes choses pour que ce soit clair pour les gens pour partager ces remorques-là. C'est tellement une erreur commune d'essayer d'aller trop vite, de grossir trop vite, de déployer des systèmes, puis après ça, découvrir tous les problèmes, puis de dire, finalement, ça ne marche pas à cause de telle raison. Finalement, on se les fait voler parce qu'il y a des gens qui ont les codes, puis on ne sait pas.
on ne sait pas, dans le fond. On ne sait pas ce qu'on ne sait pas. Ouais, vraiment. Puis on a vraiment fonctionné comme ça dès le départ, tester petit, puis élargir au fur et à mesure. Je pense notamment à la plateforme dont on se sert aujourd'hui principalement pour accueillir et gérer les livraisons, accueillir les bénévoles, gérer les livraisons. Initialement, c'est un bénévole du plateau Mont-Royal qui a, ils avaient ils ont soulevé des enjeux. Puis lui, il code, c'est son métier, là, il est codeur. Fait qu'il a dit, OK, nos enjeux, c'est ça. Je vous propose qu'on utilise cette plateforme-là, qui est une plateforme, c'est un logiciel libre, là, le code est disponible. Donc, ils l'ont testé. Puis ils nous faisaient des retours en comité de coordination. Et puis petit à petit, Rosemont qui a dit ah tiens, nous aussi ça pourrait nous intéresser. Donc ils ont embarqué dans la plateforme. Donc et puis là même la coordination de soutien, donc l'administration, le soutien en fait aux coordos de quartier. On a notre petit portail qui s'appelle administration sur lequel on poste nos tâches sur lesquelles on aimerait avoir un peu d'aide ou de soutien là d'autres bénévoles. Donc les gens qui vont sur la plateforme, ils peuvent autant aller voir les livraisons qu'il y a à faire pour la semaine prochaine, la semaine d'après et puis le mois qui arrive, mais ils peuvent aussi voir quelles sont les tâches en cours côté soutien à l'organisation pour améliorer notre fonctionnement, nos processus. Et vous avez parlé beaucoup de CRR, beaucoup d'adaptation. On parle aussi d'agilité à l'intérieur. Et je me demande, c'est quoi votre plus grand apprentissage en tant qu'organisation depuis que vous êtes né jusqu'à aujourd'hui? Apprentissage, tu veux dire positif ou, Oui, ou quelles ouais. leçons, après toutes ces erreurs, vous avez tiré que c'était la leçon la plus importante ou l'un des plus importants? Je pense que la leçon la plus importante pour nous, c'est vraiment, je suis repassée, on a fait des exercices avec des consultants qui nous ont aidés. Donc pendant la Covid, il y a eu de l'aide qui a été déployée par différentes organisations pour soutenir le milieu communautaire et d'économie sociale. Donc on a eu du soutien de consultants qui nous ont organisé des ateliers pour voir quels étaient, de notre côté, c'était qu'est-ce qui faisait que les bénévoles intégraient et restaient dans Cyclistes Solidaires, pourquoi les gens étaient là, qu'est-ce qu'ils avaient envie de trouver dans l'organisation. Et puis, c'est justement cette empathie, ce lien social, le fait que les gens ne soient pas comme cantonnés à une tâche, à une fiche de poste, c'est qu'ils aient de la liberté dans cette organisation-là, rencontrer des gens. Donc le côté empathique social, c'est quelque chose qui est très 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 important pour nous et puis si on se transformait en une organisation hiérarchique avec un fonctionnement plus traditionnel là, dans Et le département. ouais, c'est ça, ça marcherait pas en fait. Oui. Ça ne Les gens ne marcherait pas. seraient pas très convaincus de collaborer avec vous. Comment? Les gens seraient, si ce serait une structure Oui. fixe, mettons, traditionnelle, peut-être que les gens n'auront pas les mêmes types d'engagement vers vous. Ouais, non, sincèrement, je pense pas du tout. Donc ça, je pense que c'est notre principal constat. Puis je dis notre, j'ai pas sollicité l'avis de mes co-cyclistes, mais l'humain est très, 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 très important. Puis ouais, le fait qu'on en prenne soin, qu'on essaye au maximum d'en prendre soin, c'est un bel apprentissage. Puis c'est ça qui fait qu'on fonctionne bien. Après, j'ai noté aussi qu'on est un mouvement citoyen, donc il y a des codes de certains milieux qu'on n'a pas forcément et dans lesquels on n'a pas forcément l'habitude de naviguer. Donc, comment fonctionnent entre elles des organisations d'économie sociale et ou communautaire dans un quartier, c'est différent que dans un autre.
Et entre elles, encore, c'est différent. Il y a des historiques entre les organisations, il y a certaines sensibilités, que tout ça, c'est compréhensible. Et nous, on est arrivés là-dedans un peu comme coucou, c'est trop cool, on vient vous aider. Mais en fait on a quand même fait quelques erreurs de positionnement. Et, et je pense qu'on a touché quelques sensibilités, quelques cordes sensibles à quelques fois. Donc ça, c'est aussi un apprentissage et je ne saurais pas dire aujourd'hui comment est-ce qu'on pourrait faire pour garder notre organisation telle qu'elle est, donc comme mouvement citoyen avec une prise de décision décentralisée et en même temps une bonne compréhension de tout le monde, de ces milieux, pour qu'on arrive à ne pas créer ces sensibilités-là et peut-être avoir un peu ralentir en fait les liens qu'on peut avoir avec des organisations ou les abîmer un peu. Je pense que c'est possible, mais je pense aussi un travail à faire des deux bords là sur comme comprendre les réalités de toutes les organisations, puis que nous euh, on reste un mouvement citoyen et qu'il y a des choses, des codes qu'on n'a pas. En fait, pour moi, c'est un excellent exemple de compliqué versus complexe parce que quand tu arrives, toi, tu peux bien faire toute la recherche que tu veux, puis lire des documents, puis faire des tables de concertation. Tu ne sais pas, quand tu vas livrer le service, qui ça va déranger, qui va être content, qui va peut-être essayer de saboter parce que là, vous enlevez une clientèle, puis eux, il y avait du financement, qui va embarquer avec vous, puis il va être content. Vous ne pouvez pas le savoir. Donc, la seule façon dans une situation complexe, qu'est-ce qu'on dit, nous, c'est déployer et observer qu'est-ce qui se passe. Ayez l'empathie de voir qu'est-ce qui se passe. Et là où on commence à parler de l'impact que vous avez. Est-ce que, attends, là, on a fait ça, puis depuis qu'on fait ça, il y a les sans-abri qui étaient dans un tel quartier sont rendus dans un autre quartier. On a déplacé le problème de sans-abri d'un quartier à l'autre parce qu'il y a plus de services là. Mais donc là, les ressources qu'eux y ont, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'ils viennent nous aider? Tout ça, c'est tellement complexe. Comment on navigue là-dedans? Ouais, vraiment. C'est pas évident. Puis en plus, la sécurité alimentaire, ça touche vraiment, vraiment, vraiment des populations très différentes. Et puis, tu vois, je parlais de mixité culturelle tout à l'heure. Il faut avoir un bagage pour comprendre c'est pas un concept, mais pour comprendre comment est-ce qu'on fait pour être une organisation réellement mixte. Puis, je veux dire, culturellement parlant, comment on déploie, comment on arrive à avoir ces codes-là de différentes cultures qui se sentent accueillies en sachant qu'aujourd'hui, on a un groupe qui est quand même relativement homogène culturellement. On parlait, la dernière rencontre que j'ai faite avec les cyclistes, il y avait la question de la traduction de nos, vers l'anglais, de nos papiers, de nos posts, de Facebook, de nos communications. Puis c'est certain que ça favoriserait l'inclusion de populations plus anglophones. Mais aujourd'hui, on n'a pas cette capacité à. Il faut qu'on y travaille, il faut juste qu'on trouve une manière On en a des gens qui parlent 3 langues, donc on pourrait tout simplement, peut-être que ça marcherait, il faudrait qu'on essaye là, mais dire, ok, il y a un post sur la page Facebook, Johnny, est-ce que tu peux aller faire les traductions, s'il te plaît? Puis s'il peut, il le fait, s'il peut pas, il le fait pas, mais du coup, ça crée quand même il faut que ce soit continu, il faut qu'on arrive à inclure les populations anglophones. Bon, bref, en tout cas, c'est quand même beaucoup de travail, de réflexion. Puis en ce moment, on est concentré sur quelque chose, notamment nos processus de répartition de la richesse financière. Ça, il faut qu'on le fasse maintenant, là, parce que le financement, ça en vient, donc il faut qu'on soit prêt et prête. Mais c'est ça, c'est comment on fait pour comprendre ces milieux-là? Est-ce qu'on peut les comprendre? Ou si on ne peut pas les comprendre, comment on fait pour s'associer à d'autres organisations qui sont déjà souvent, elles, complètement sous l'eau? C'est comment on fait pour réussir à déjà, le voir, le soulever, et le nommer et aller chercher la solution qui vient avec ce problème-là. Fait que plein d'enjeux
de beaux enjeux, mais plein d'enjeux dans notre organisation. Regarde, je voudrais savoir si, mettons, même si vous êtes 885 ou 850 personnes, euh, pour vous, en tant qu'organisation, quels sont les plus grands gains en tant qu'organisation avec l'expérimentation? C'est-à-dire, qu'est-ce étaient les plus grandes valeurs que vous avez acquis via l'expérimentation? Je te dirais qu'on arrive à déployer rapidement des choses. Alors, l'expérimentation qu'on fait, on la fait vraiment petit à petit. On teste des toutes petites choses, puis on y ajoute encore des toutes petites choses, puis on y ajoute des toutes petites choses une fois qu'on a validé que ça fonctionne. Mais je te dirais que ça accélère. C'est fou parce que là, en l'espace d'une année, le chemin qu'on a fait, il est énorme. Il est vraiment énorme. Puis, je pense que le mode expérimentation qu'on a eu, il nous a permis de faire tout ce chemin. Donc, ça a ce gain-là d'aller plus vite. Et l'autre, c'est de libérer le plein potentiel des individus. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui, à travers ces expérimentations-là, vont apprendre beaucoup de choses, ils vont se confronter à beaucoup d'avis, ils vont prendre l'habitude d'échanger avec leurs pairs et avec des gens qui connaissent très bien les sujets sur lesquels ils ont envie de travailler. Donc ça permet un apprentissage et c'est ça, une libération de l'individu, de qu'est-ce que je suis capable de faire. En fait, je suis capable de tout. Je suis capable de tout en tant que personne. Je suis capable de tout à partir du moment où je suis dans un groupe de confiance qui a envie de me soutenir, qui est empathique avec moi, puis qui est capable de me dire c'est pas grave si on fait une bêtise. C'est pas grave. On peut faire des J'aimerais ça que, j'aimerais ça que toutes les organisations aient cette philosophie de c'est pas grave si on fait une erreur parce que ce que tu décris, c'est une organisation apprenante. Oui, vraiment, vraiment. En tout cas, moi, j'ai vraiment appris beaucoup, beaucoup de choses. Et puis, d'être dans la coordination de soutien, après avoir vécu plein de situations différentes dans des organisations différentes, qui se disent horizontales, transparentes, organiques, etc. Là, et encore une fois, on a un contexte qui est hyper favorable à expérimenter ça, puisqu'il n'y a pas d'argent. Donc, il y a ce gros mouton noir là dans des organisations où pour être pérenne, il faut qu'il y ait de l'argent, puis ce qui est compréhensible, il faut que les gens puissent payer leur loyer puis bouffer. Mais ça, on ne l'a pas. Donc, c'est facile aussi d'être dans ce mode d'expérimentation et d'agilité. Et le mot simple est revenu plusieurs fois, garder ça simple quand c'est super compliqué et complexe, essayer de garder ça le plus simple possible. Je trouve ça super intéressant en fait parce que là, en plus, tu parles, la valeur du processus est aussi importante, sinon plus importante que le résultat qu'on donne à la fin, mais c'est super important, c'est parce que l'impact, donc tout ça est un tout. Et là, je me dis, il y a sûrement des gens qui voudraient participer en fait. Puis là, c'est vraiment intéressant parce qu'on voit de l'expérimentation d'un point de vue cycliste solidaire en tant que produit-service, si on veut, qui livre quelque chose, et l'interne gouvernance, puis qu'est-ce qu'on teste dans tout ça. Donc, si les gens sont intéressés par un ou l'autre, en fait, peut-être qu'ils vont vouloir te contacter. Comment si les gens veulent s'impliquer ou veulent en savoir plus sur Cycliste solidaire, puis votre mission et comment vous arrivez à vraiment attaquer un gros problème social que les gens parlent, mais qui est tellement important. Alors, on a deux manières de nous rejoindre. Il y a le site internet. Je ne sais pas s'il y a vraiment le bouton vers le site internet sur la page Facebook des cyclistes solidaires, mais on a une adresse courriel qui est cycliste au pluriel solidaire au pluriel aussi @gmail.com.
Donc, les gens peuvent nous rejoindre directement sur cette adresse courriel-là. Et sinon, le site internet, il faut qu'on regarde comment est-ce qu'on peut le faire arriver en tout premier dans la liste Google. Mais sur ce site-là, en fait, il y a la possibilité de s'inscrire et de voir l'intégralité de l'organisation à l'interne. C'est quoi les tâches, là, rentrer dans la machine. Et puis c'est ça. J'ai quasiment le goût de te demander, c'est quoi, as-tu une demande? Parce que là, si les gens sont intéressés, ils peuvent venir vers toi. Toi, y a-tu quelque chose que tu aimerais? Quelque part, je me dis, c'est pas ta perception, c'est venez vers moi et on va trouver ensemble comment vous pouvez contribuer, plus que voici ce que j'ai besoin. Mais j'ai le goût de t'offrir la perche quand même. Y a-tu quelque chose que tu aimerais qu'on nous manque de ça? J'aimerais ça que ces gens-là, s'ils nous entendent, venez, on aurait besoin. Il me semble que ça donnerait encore plus de valeur au mouvement. Eh bien, tous les cyclistes tous les cyclistes de Montréal dans les quartiers qui sont aujourd'hui ouverts, on a besoin de vous. Fait que il faut. Et on a besoin d'un casque, d'un vélo. Ouais, un casque, un vélo, puis c'est pas mal ça. Après, on a des gens qui viennent avec. Mais dans le formulaire d'inscription, là, sur le site internet, tu peux dire j'ai juste un vélo, j'ai un vélo, des sacoches, j'ai une remorque, j'ai un vélo cargo, tout ça. Après, on a des remorques à mettre à disposition. Il y a une petite gang de cyclistes solidaires qui sont en train de construire des remorques. Donc, ils ont conçu la remorque, puis ils sont en train de la fabriquer. Donc, on va avoir plus de remorques. Fait que ça peut être juste un vélo, puis un sac à dos, ou juste un vélo et son casque. Donc, cycliste, en fait, on s'est aussi posé la question de la livraison à pied, là, de proximité, mais dans certains quartiers, on le fait, enfin, on propose ça aussi, mais c'est principalement à vélo quand même. Fait que cyclistes de Montréal qui ont, ne serait-ce que, parce que parfois on se dit, ah, le bénévolat, c'est long, là c'est facile, là tu viens avec ton petit vélo, tu arrives au point de rendez-vous à l'heure indiquée qui est sur la plateforme. Là, tu as une gang de cyclistes avec la coordination de quartier qui est sur place. Socialise, tu as du fun un peu, on rit, on a du fun, on ne peut pas juste exécuter une tâche. Ouais, c'est ça, exactement. L'été passé, dans Rosemont, c'était vraiment super. On avait dans le groupe là, des cordos une fille qui faisait du violon. Puis elle était venue jammer avec ses amis pendant une livraison. Puis c'était vraiment super. Là, il y avait une belle ambiance. Les gens étaient super contents. La cuisine au Schlagan Maisonneuve aussi, c'est vraiment génial. Ils mettent la musique, il y a des chapiteaux, il y a toujours plein de monde. Il y a une super belle ambiance. Puis je parle de cela parce que je les connais. Je n'ai pas encore fait de livraison dans d'autres quartiers, mais c'est toujours hyper sympa. Là. Les gens sont très contents de se retrouver. Il y a des couples qui se sont créés pendant les cyclistes solidaires. Donc, si tu as un vélo et que tu cherches une blonde ou un chum, peut-être. Netflix and chill va devenir cycliste solidaire and chill. Ça va changer. On va changer l'expression. C'est ça, exactement. Donc, on a toujours besoin de cyclistes, c'est sûr. Puis, s'il y a des gens qui habitent dans un quartier, qui ont envie de déployer éventuellement le service dans ce quartier-là, on a tout ce qu'il faut pour soutenir le déploiement on est en train de débloquer des quartiers. Donc, il y a des gens qui intègrent l'équipe. Puis, on y va on fait du jumelage, on fait du soutien. On accueille le nouveau quartier. Donc, on soutient le déploiement sur ces quartiers-là. Puis après, la coordination de soutien, on a toujours besoin de gens aussi. Justement, les traductions, comment est-ce qu'on fait pour être inclusif? Toutes les questions de fond qu'on traite tous ensemble, mais qui est notre travail à nous de vraiment faire une proposition claire d'un document précis. On a besoin de gens qui font ça aussi, du rayonnement, de la com, etc. Fait que on a toujours besoin de gens. Toujours besoin. Et j'entends beaucoup l'innovation ouverte dans ce que tu dis. Donc, les cadenas, les remorques. Si vous voulez ouvrir un chapitre, on a déjà des trucs pour vous aider. Donc, on a déjà des documents. Vous ne repartez pas de zéro. Là, j'ai l'impression qu'il va falloir faire une autre discussion juste sur ça, l'innovation ouverte, à travers ce que vous allez découvrir avec Cyclistes solidaires. Moi, j'ai adoré parler avec toi. Regarde, on a appris beaucoup. Carlos, je ne sais pas si tu avais encore une question pour Agathe. Non, simplement te dire que moi aussi, j'adorais la conversation avec Agathe et connaître un peu plus en détail la mission, vision des cyclistes solidaires.
Et bon, juste pour, on peut te laisser des petits moments pour dire, c'est-à-dire pour finir, pour clôturer la session, Agathe. Le petit mot de la fin, bah, merci beaucoup de m'avoir donné l'opportunité de parler de ça, parce qu'on n'en parle pas souvent de comment fonctionnent les organisations à l'interne. Puis il y a beaucoup de mythes et beaucoup de choses à déconstruire sur l'horizontalité, la transparence. Il y a plein de termes qui sont très utilisés, beaucoup galvaudés aussi. Je pense que c'est important de parler de comment fonctionnent les organisations, puis c'est quoi de se dire les vraies affaires aussi, là, on en vit des défis, puis on essaye de les résoudre, et puis c'est hot, mais c'est pas toujours, on y réfléchit beaucoup, là, à comment est-ce qu'il faut qu'on fonctionne pour garder ça le plus génial possible, et puis... ça prend des passionnés, ça prend des passionnés. Ouais, c'est ça, il faut voir... faut voir si ce message touche aussi là, mais en tout cas, j'espère que ça pourra faire des petits, et puis on documente tout là, donc on va essayer une fois qu'on aura nos documents de base, d'avoir la possibilité d'avoir un endroit où les gens pourraient avoir accès, par exemple, aux règlements généraux qui sont eux-mêmes en phase d'expérimentation pour 1 an, donc on va voir l'année prochaine, on va faire un retour sur comment on les a vécus. Puis c'est ça, on va mettre à disposition ces documents-là, les plans des remorques. On va voir sur quels outils on fait ça, mais on espère. Il y a une suite. Il y a une suite. Il y a toujours une suite. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Agathe, pour ton temps. Pour ceux qui nous écoutent, on se voit à la prochaine. Bye.